Bonjour, si vous voulez bien vous asseoir. Jean-Claude Trichet, lorsque on entend ces premiers intervenants, cette nouvelle perspective, cette nouvelle vision, cette nouvelle énergie finalement, ces nouvelles valeurs aussi sur les questions d'ISR, j'aimerais avoir votre regard, votre perception. Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose de sympathique et alternatif, ou est-ce qu'on touche à quelque chose de fondamental et que l'avenir se place là? Non, je crois que beaucoup des concepts qui sont évoqués sont absolument centraux, naturellement, surtout dans ce que j'ai entendu, la lutte contre le short-termisme, la prise en compte de préoccupations de long terme, la prise en compte des intérêts des enfants et des petits-enfants, et pas simplement de l'intérêt immédiat de la société d'aujourd'hui et de nous tous aujourd'hui. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que ceci est au cœur de toutes nos réflexions. D'une certaine manière, un banquier central, il est obligé de raisonner à long terme. Il ne peut pas raisonner à court terme, parce qu'il doit assurer la crédibilité de la stabilité de la monnaie, sans déflation et sans inflation, sur une longue période. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les banques centrales sont indépendantes maintenant, à peu près partout dans le monde, pour qu'elles puissent réfléchir à long terme et qu'elles ne soient pas prises dans des préoccupations exclusivement court-termisme, qui sont quand même le principal défaut, disons, des sociétés contemporaines. De plus en plus, d'ailleurs, l'accélération du temps, on voit bien que la finance, c'est une question d'instant. Non, justement, la finance, ça doit être une question de long terme. Et c'est là que le message de l'économie positive, des réflexions que l'on entend ici, est, me semble-t-il, très très important. Il y a un autre facteur qui a été un réveil très douloureux dans la période récente, c'est la crise qui a mis en cause tout le système. Ce n'est pas simplement la partie alternative du système, c'est l'ensemble du système qui s'est trouvé dans une situation réellement tragique, il y a à tout le moins 6 ou 7 ans. Et donc la préoccupation de la soutenabilité de toutes nos économies, pas simplement d'une petite partie de l'économie, la partie alternative, mais de toutes les économies, la soutenabilité de toutes les économies réelles, la soutenabilité de l'économie financière au niveau national, européen, disons continental et mondial, est un problème absolument central et qui demande à être, disons, il ne faut pas être naïf non plus, mais enfin, à continuer à être traité avec beaucoup d'acharnement, parce qu'on est au milieu du gué. Alors, vous parliez de la crise de 2008. Si on parle aujourd'hui, si on se concentre sur une thématique qui est souvent abordée, mais quel est votre regard là-dessus? La crise de l'euro aujourd'hui, que faut-il faire, puisqu'on parle aujourd'hui ensemble de la question de la monnaie? Est-ce que ça peut être un levier de développement économique? L'euro, l'Europe, comment faire? Faut-il un euro fort, un euro faible? Quelle est votre quelle est votre lecture sur ce sujet-là? Merci. C'est évidemment multidimensionnel comme l'est votre question. Disons d'un mot que nous vivons une crise mondiale. Cette crise mondiale a eu 3 moments successifs importants. Un moment d'instabilité financière très marqué, d'août 2007 à septembre 2008, dépôt de bilan de Lehman Brothers. C'est une sorte de premier épisode. Puis il y a eu un second épisode, alors ça c'était la menace grave et immédiate d'effondrement de tout le système dans les pays avancés. Tout le système financier, mais aussi par voie de conséquence, tout le système de l'économie réelle. Et donc la menace grave et immédiate d'une grande dépression de type 29-30. Dans mon analyse, ça aurait pu même être pire qu'en 29-30, parce que la diffusion de la contagion, l'effondrement comme un château de cartes de tout le système financier était dramatiquement rapide. Qu'est-ce qui l'a empêché, une question de alors demain-journée. Ça a été empêché par essentiellement, les banques centrales, qui ont réagi dans un laps de temps de demi-journée, puisque les premières grandes décisions ont été prises le jeudi suivant le dépôt de bilan de Lehman Brothers le lundi, alors qu'en 29, si vous voulez, 29-30, il fallait plusieurs trimestres pour prendre des décisions, et surtout pour prendre des décisions coordonnées au niveau mondial. Donc c'est l'avantage de l'accélération du temps dans ce moment-là. Oui, le temps s'est accéléré, heureusement à la fois pour le système lui-même qui a prouvé une fragilité effrayante, et aussi pour les autorités, entre guillemets, qui ont prouvé une capacité de réaction qui s'est trouvée être à peu près à la hauteur du défi.
Mais ça, on n'a quand même pas empêché une très grande récession, mais on n'a pas eu la très grande dépression. Et je parle là des phénomènes mondiaux. Au niveau de l'ensemble des pays avancés. Et puis, il y a eu un troisième épisode. Ouais. Et le troisième épisode, c'est ce que vous avez appelé la crise de la zone euro, où il s'est trouvé qu'au sein de la zone euro, en Europe et au sein de la zone euro, des pays particulièrement vulnérables sont apparus comme étant extrêmement dangereux et vulnérables aux yeux des épargnants et des investisseurs du monde entier, Grèce, Irlande, Portugal. Et là, alors, a commencé le troisième épisode, qui, à mon avis, est toujours un épisode d'une crise mondiale, mais l'épicentre qui était aux États-Unis, au début, c'était les subprimes, toujours aux États-Unis, dans le second épisode, c'était Lehman Brothers, l'épicentre est venu en Europe, il a traversé l'Atlantique, il est venu en Europe, et on s'est retrouvé avec la triste responsabilité d'avoir à gérer la crise mondiale, mais en étant à l'épicentre. Et voilà. Et donc, la réaction, la réaction des. Quelle orientation faudrait-il là, on l'a tous vécu, on a tous vu ce qui se passait les uns et les autres. Je dois dire que, alors vous allez me dire, c'est le banquier central qui parle, il fait toujours la leçon, mais je dirais quand même qu'on avait tous les pays de la zone euro au banc d'essai. Ils étaient tous avec la même monnaie depuis un grand nombre d'années, la même politique monétaire, le même euro, les mêmes règles, y compris les mêmes règles budgétaires, qu'ils n'ont évidemment pas respectées. Et on s'est retrouvé avec, il faut bien le dire, les pays vertueux, entre guillemets, j'ai entendu d'ailleurs le mot de vertueux, l'adjectif de vertueux assez souvent utilisé, les pays vertueux ont été récompensés, ils n'ont pas eu de chômage, ils ont même continué à voir leur chômage diminuer dans la crise, et les pays qui malheureusement s'étaient laissés aller, alors je dis, quand on dit les pays, il faut identifier qui exactement a laissé aller, puis on est tous responsables parce que l'ensemble du système aurait dû veiller à ce que certains ne fassent pas n'importe quoi. Et ceux-là ont été cruellement punis. Et donc pour moi c'est une vraie leçon, c'est-à-dire qu'il y a un énorme avantage pour une société, pour une économie, pour un groupe d'économies, à penser long terme et pas court terme, parce qu'on peut identifier très clairement le short-termisme comme étant à la base de la vulnérabilité des différents pays qui étaient malheureusement les plus vulnérables. Les plus vulnérables, c'est monté assez haut, puisqu'on a retrouvé à un moment 40% du produit intérieur brut de la zone euro en crise ouverte, y compris l'Espagne et l'Italie, comme vous vous en souvenez, en 2011. Mais Jean-Claude Trichet, on entend bien ce que vous dites, il y a cette question d'envisager le temps autrement et de penser à plus long terme, c'est fondamental. Il y a aussi peut-être une façon de voir autrement, d'envisager autrement, si on parle aujourd'hui de repenser le financement de l'économie. Quelle est la première idée qui vous viendrait pour arriver à trouver cette alternative, cette façon de trouver un itinéraire bis finalement pour ne pas continuer dans le mur ? Je dirais, si vous voulez, le message central de l'économie positive, c'est songer à vos enfants et à vos petits-enfants, dans tous les domaines finalement, qu'il s'agisse de l'environnement, qu'il s'agisse du logement, qu'il s'agisse de la société dans son ensemble, finalement, de sa stabilité et de sa cohésion. De mon point de vue, qui est nécessairement global, en dehors de ce que je viens de dire sur la nécessité d'avoir en permanence dans tous les domaines de la politique économique le souci du long terme, on a certainement un gros problème qui est le financement long de l'économie. Et de ce point de vue-là, la lutte contre le short-termisme, ça consiste à réfléchir à nouveau à l'arbitrage entre capital et prêt, et il y a eu le G30 que je préside, a fait une étude qui concluait de manière extrêmement forte en faveur des actions, sous toutes leurs formes, instruments diversifiés, y compris tous ceux qui sont prônés par l'économie alternative, actions, parce que là, vous avez une vraie prise de risque et vous avez la capacité, si vous voulez, d'assumer les chocs. Alors que quand vous faites le financement de l'économie sous forme de prêts principalement, vous pouvez avoir les drames que nous avons vécus dernièrement. Et en ce qui concerne les prêts, privilégier le long terme par rapport au court terme à nouveau. On retrouve toujours cette préoccupation. L'action, c'est
éternel, c'est à très long terme. C'est mieux, en tout cas il vaut mieux que nous ayons un meilleur équilibre entre le très long terme et le long terme, et s'agissant des prêts, entre le long terme et le court terme. La diversification de l'ensemble des instruments financiers est également une des conclusions fondamentales de cette analyse. Oui, et je dois dire que ce qu'on entend ici, ce sont des exemples, je dois dire, impressionnants de diversification. Tout à fait. Avec les obligations nouvelles dont on vient de parler, avec les investissements en capital dont on vient de parler et dont on va parler. L'ensemble, si vous voulez, de cette diversification des financements fait partie à la fois de cette préoccupation systémique d'ensemble. Mais je suis un peu navré, moi, d'une certaine manière, de voir que, si vous voulez, l'économie positive, pour le moment, c'est une petite partie, et même une partie assez minuscule, finalement, de l'ensemble de l'économie. Or, l'objectif, c'est que toute l'économie, évidemment, soit positive. Et vous croyez que ce sera dans le court terme ou le long terme? Parce que les mentalités sont longues à changer pour le coup. Oui, mais justement, j'insiste sur les mentalités. Voyez-vous, j'ai entendu plusieurs choses très intéressantes sur la labellisation, et on a mentionné les incitations. Et parmi les incitations, il y avait, si j'ai bien compris, des incitations fiscales, des incitations demandant, si vous voulez, un effort des finances publiques particulier. Et ça ne me plaît pas trop. Ne serait-ce que parce que nous sommes tous étranglés sur le plan des finances publiques. Je préférerais qu'on se repose vraiment sur l'attitude citoyenne. On n'a pas besoin d'être incité à investir dans l'économie verte. La réflexion personnelle devrait conduire, en effet, à faire ce choix. Et donc, j'aurais tendance à dire, tout me va, sauf le fait que ne rendons pas trop artificielle l'économie alternative ou l'économie positive. Elle doit être elle-même le fruit de la décision des citoyens, pas en étant incités par eux-mêmes finalement sous l'angle de l'utilisation du budget de l'État ou de finances publiques plus généralement. Et ça, c'est un petit message que je livre au passage. Un dernier point peut-être, on voit de nouvelles monnaies apparaître, par exemple le Bitcoin. Est-ce que vous avez l'impression que ça fait partie d'outils qui peuvent être intéressants, ou finalement on reste dans la même réflexion globale sur la question du rôle de la monnaie dans l'économie? La monnaie elle-même, l'euro, le dollar, les grandes monnaies, enfin toutes les monnaies, sont de plus en plus électroniques, en tout état de cause. La plupart d'entre nous, toutes les dépenses que nous allons faire aujourd'hui, on va les faire électroniquement. Le Bitcoin, à mes yeux, n'a absolument pas les caractéristiques d'une monnaie. Parce qu'une monnaie, ça doit être, Aristote le disait déjà, et on est tous d'accord encore aujourd'hui, c'est assez remarquable d'ailleurs, ça doit être un bon instrument de mesure, de compte, ça doit être un bon instrument d'échange, et ça doit être un bon instrument auquel on peut faire confiance en ce qui concerne la conservation de la valeur. Définition de la stabilité des prix, moins de 2%, mais proche de 2%. Bon. Accessoirement, toutes les grandes banques centrales de tous les grands pays avancés ont la même définition de la stabilité des prix au moment où je parle. 2% aux États-Unis, 2% au Japon, 2% en Angleterre, moins de 2, proche de 2, c'est-à-dire en fait très près de 2 s'agissant de la zone euro. Le Bitcoin, c'est pas du tout ça. Le Bitcoin, il monte et il descend, il monte et il descend, il monte et il descend. Il n'a pas les caractéristiques d'une monnaie. Alors, ça peut être un instrument spéculatif, ça peut être, et c'est d'ailleurs, ça peut être un instrument permettant des échanges, en effet, mais ce n'est pas une monnaie, en tout cas à mes yeux. Vous voyez, je suis assez formel sur ce plan-là. Merci beaucoup, Jean-Claude Trichet, pour vos éclairages. Merci infiniment.